Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV et nous avons cet autre message. Je dois vous dire que ça va dans tous les sens quand même. Que de révélations. Nous parlions tout à l'heure des mauvaises pratiques autour du poulet. Il y a un téléspectateur qui me dit ici, bonjour Perfecto, apparemment les poulets brisés qu'on vend partout là sont des poulets morts dans les fermes. C'est très compliqué. Donc il y en a qui vont récupérer les poulets qui sont morts dans les fermes. Ouais. Certainement leur donner à vil prix. Et eux vont faire du poulet braisé. C'est une information. Et ils font ça à prix d'or, enfin au même prix. Même prix, hein. Le même prix, poulet braisé à 6 000, 5 000. Alors que tu manges un poulet pourri. Poulet pourri. Dommage. Nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous nous posons la question de savoir comment faire pour éviter que son entreprise ne tombe en faillite. Comment sauver une entreprise qui veut tomber en faillite ou alors qui est même déjà tombée en faillite. Je vais d'abord passer la parole à Joseph Zambo pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Il faudrait que nous sachions même déjà c'est quoi la faillite lorsque nous parlons d'une entreprise. Comment comprendre qu'une entreprise est en train d'aller en faillite ou bien elle est déjà en faillite? En tout cas, la faillite peut sembler une fin inéluctable pour des entreprises, mais il existe quand même plusieurs stratégies et mécanismes pour remédier à cette situation. Mais pour le cas d'espèce, la faillite ici, c'est lorsque il y a eu beaucoup de difficultés au sein de son activité et qu'on se retrouve presque obligé de fermer l'activité parce qu'il n'y a plus de moyens de continuer. Ça peut être des endettements, ça peut être le personnel, ça peut être la logistique. Il y a beaucoup de raisons qui rentrent en jeu. Qui peuvent faire en sorte qu'une entreprise ferme. Et là, on dit qu'elle est tombée en faillite. Mais il existe quand même plusieurs stratégies et mécanismes qui permettent d'éviter la faillite totale. Il est déjà question pour un départ de faire une bonne analyse de la situation, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui dérange. À partir de là, il faut aller sur tous les plans, la ressources humaines, voir au niveau du personnel, qu'est-ce qui ne marche pas au niveau financier, qu'est-ce qui ne marche pas au niveau administratif, qu'est-ce qui ne marche pas si c'est au côté des produits et services, est-ce qu'il y a des innovations à apporter, si par exemple nos produits sont obsolètes, si par exemple le service qu'on offre à la population n'en a plus besoin, et si par exemple au niveau de la clientèle, est-ce que la clientèle n'est plus satisfaite, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de relancer les choses. En réalité, c'est une situation qui est toujours très tragique pour les chefs d'entreprise, parce qu'une entreprise est comme son enfant, comme son bébé, comme sa femme, c'est une autre partie du corps d'un entrepreneur, et lorsque l'entreprise ne va pas, le chef d'entreprise perd toujours les boules. C'est pour ça que ce thème a été élucidé aujourd'hui pour qu'on essaye de sortir des bonnes idées. Merci. Ibrahim, vous qui êtes également expert en entrepreneuriat, si jamais vous avez quelques compléments d'informations pour la faillite, il faudrait que nous comprenions très bien ce qu'on entend par faillite lorsque nous parlons d'une entreprise. Et maintenant, vous allez poursuivre. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui peuvent être mis sur pied pour éviter qu'une entreprise ne tombe en faillite? Merci Pafa ici pour la parole donnée. Je voudrais d'abord, pour être un peu plus simpliste, dire que la faillite en fait c'est une situation financière dans laquelle une entreprise ou un individu devient incapable, n'est plus capable de tenir à ses obligations financières et à ses dettes. Lorsqu'on est dans une situation où quelqu'un ne peut plus payer ses salariés, gérer les charges qui l'incombent et qu'il ne peut plus rembourser les dettes, on dit qu'il a fait faillite. On pourra donc parler, grosso modo, de trois types de faillite, parce qu'il y a une relation entre la faillite personnelle, la faillite d'entreprise et puis la faillite frauduleuse. La faillite personnelle, c'est quand même monsieur, parce qu'il y a même des gens qui sont à la maison qui sont en faillite. C'est-à-dire qu'ils sont en une situation où ils sont incapables de rembourser leurs dettes ou de gérer les charges financières de leurs obligations naturelles. Ces hommes-là, premièrement, sont en faillite. Et quand c'est la situation d'une entreprise qui ne peut pas payer ses salaires, gérer ses charges, assurer le bon fonctionnement, le déroulement avec tout ce que ça compte, et qu'elle ne peut pas rembourser ses dettes, eh ben, elle aussi, elle a fait faillite. On parlera troisièmement de la faillite frauduleuse. Lorsque une personne ou une entreprise déclare qu'il a fait faillite juste pour ne pas payer les dettes et les obligations qu'il a. Une fois que ceci est dit et qu'on a bien compris la situation
que beaucoup de personnes, que ce soit des entrepreneurs ou des individus traversent, il serait intéressant de dire qu'avant même d'assister à cette situation-là, de faillite ou il y a ce qu'on appelle des avant-coureurs, des événements avant-coureurs, qui peuvent vous indiquer comme mon type. Y a-t-il des indicateurs? Tu risques de faire Faillite. On parlera à ce niveau de 3 types d'indicateurs. On peut parler des indicateurs financiers, c'est-à-dire que là, on va étudier le cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie de ton entreprise, les entrées et les sorties. Et là, tu commences à constater que d'après le rapport, on t'a dit, écoutez, on a fait sortir 10 millions, il y a seulement 3 millions qui sont entrés. Ce jeu-là est en train de te prévenir d'un certain nombre de choses. On commence à évaluer, est-ce que les bénéfices sont croissants, est-ce qu'ils sont décroissants, qu'est-ce qu'on a exactement encore dans les caisses. Avec ce qu'on a exactement dans les caisses, avec la charge salariale qu'on doit payer, on sait déjà à l'avance que si ça continue comme ça dans 5 mois, 6 mois, les employés n'auront plus de salaire. On va assister à une crise. Mais je ne sais pas pourquoi les Camerounais ils ne connaissent pas considérer les indicateurs, les événements avant-coureurs qui vous préviennent que vous risquez de faire faillite. Vous avez des indicateurs financiers, vous avez des indicateurs opérationnels, c'est-à-dire qu'au niveau de votre production, vous êtes dans une entreprise, les appareils commencent à se gâter, on ne produit plus autant, on se rend compte que sur le plan commercial, on a de moins en moins de clients. Ça, c'est des indicateurs opérationnels qui vous rassurent que mon ami, la faillite n'est plus loin. Et il y a ensuite les indicateurs humains, où là, on assiste à un burn-out de la part des employés ou alors des plaintes, des murmures, le manque de satisfaction. Tous ces indicateurs sont en train d'alarmer l'entrepreneur pour lui dire, mon ami, tu n'es plus très loin de la faillite. Mais je voulais, pour conclure cette première prise de parole, dire que, comme Winston Churchill l'a dit, le succès n'est pas final. Et l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est la capacité de se relever et de continuer. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en train de décroître qu'on va croire que c'est fini. La plupart des entreprises qui ont fermé sont celles qui ont abandonné. Le succès, quelquefois, l'échec, quelquefois, c'est l'opportunité de recommencer plus intelligemment. Tout simplement. Je voulais m'arrêter d'abord à ce niveau. Merci, Ibrahim. Docteur Ekoto, au moment où nous parlons donc de cette faillite, je pense que nous sommes un peu plus édifiés sur le terme faillite lorsque nous parlons des entreprises. Maintenant, bon nombre, on observe souvent ces indicateurs qui démontrent qu'une faillite est en préparation. Oui. Mais pourquoi avons-nous souvent l'impression que certains chefs d'entreprise ne prêtent pas attention à ces indicateurs-là? C'est l'arrogance ou alors c'est tout simplement de l'ignorance? Ok, merci. Parfait. Vous savez, d'entame, j'ai évoqué quelque chose là. Il y a des gens qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Disons, je ne veux pas insulter les gens quand je vais dire par esprit d'aventure. Comprenez? La faillite, comme l'a dit le confrère là tout à l'heure, elle sévit. C'est-à-dire que tu sens que cette femme, elle n'est plus avec moi. Ah, il y a aussi les faillites là-bas? Oui. Ah bon? La faillite sentimentale. Donc quand une femme veut partir, non, tu vois, mais, et c'est là où je viens, c'est dire que il y a d'abord le tout premier facteur, c'est j'assume le leadership dans tel groupe et dans tel domaine, je reste là. C'est-à-dire que l'impression de maintenir le leadership sans toutefois analyser les effets réels sur le marché. C'est-à-dire que je fabrique le meilleur pain, personne ne peut me concurrencer, sauf que tu n'es pas sorti pour regarder si Blériot n'a pas copié ton pain et l'amélioré. Tu es conscient que les ventes sont en train de baisser, mais tu veux demeurer, n'est-ce pas, dans l'entêtement. Non, tout le monde sait que je fais le meilleur pain, donc vraiment, il ne peut rien m'arriver. Parfois, tu te mets à accuser le personnel, tu te mets à accuser les fournisseurs qui sont gourmands, qui sont si. Or, la faute, c'est toi. Parce que tu restes dans, comment, je vais utiliser une expression, la vantardise de dire je suis meilleur. L'orgueil. L'orgueil, merci. Tu restes dans l'orgueil. Et lorsque ton orgueil te rattrape, inéluctablement, tu tombes. Tu tombes. Maintenant, il faut, dans un deuxième temps, le problème c'est quoi? Il faut savoir remettre en cause les produits de ta structure.
chaque produit a une durée de vie sur le marché. Aucun produit n'est éternel. Or, je voudrais citer un cas de transfert d'argent électronique qui faisait son beau temps à une époque là, où on te demandait de... Il y avait une abondance de couleur bleue. Oui, on te demandait de regarder s'il y a la virgule dans le nom de ton arrière-grand-père. Un point sur le i. Oui, de ton arrière-grand-père. Alors on te dit, on ne te paye pas. Et des gens ont dit, le jour que la concurrence va arriver, vous allez fermer. Tu n'auras que les yeux pour pleurer. Et c'est le cas. Et cet opérateur n'a pas vu venir. Il est resté dans l'orgueil de ce que je suis le leader, comme ils aiment bien écrire, leader dans quoi, leader en marketing, dans le domaine économique, on n'est jamais leader. On n'est jamais leader. Maintenant, notre aspect, les choses que les gens ne connaissent pas en entrepreneuriat, nous n'avons pas la culture des assurances. Quand tu as un assureur, il t'accompagne. De temps en temps, il envoie ses experts regarder. Ibrahim, quelles sont tes ventes ce mois-ci? Oh, bon, par rapport au mois passé, je crois que j'ai baissé. On appelle un expert qui vient comprendre pourquoi tes ventes ont baissé. Les assureurs savent faire cet accompagnement-là. Malheureusement, nous, on fait ça de façon intuitive et dans ce monde-là, ça ne pardonne pas. Merci. Dans ce monde-là, ça ne pardonne pas. Pierre Blériot-Niamec, y a-t-il des grandes raisons, des raisons principales qui conduisent inéluctablement à la faillite lorsqu'on est chef d'entreprise? Parfait. Ici, les trois là, c'est des gens qui ont étudié beaucoup de choses à l'école et qui les présentent très bien. Et je vais vous montrer des choses simples que vous voyez souvent. Il y a ce que j'appelle l'effet de l'éléphant dans une entreprise. Toutes les entreprises qui vont présenter le visage que je vais vous décrire là vont faire faillite, sans exception. C'est-à-dire lorsque les sources de financement d'une entreprise sont extérieures à la capacité de productivité de l'entrepreneur, il va faire faillite. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire, je lance une industrie, par exemple, agricole. Un ami me dit, bon, moi j'ai des machines en Suisse là qui traînent, je vais te les envoyer. Je ne connais pas la valeur monétaire de cette machine. Il m'envoie des machines qui ont une valeur de 300 millions. Je les mets dans mon entreprise. Vous voyez que la source est extérieure. Je ne suis pas le producteur. Ces machines qui sont venues vont m'obliger à recruter un certain personnel qui va devoir gérer ces machines. Le niveau réel de mon entreprise, ce n'était pas encore celui-là. C'est-à-dire mon entreprise n'a pas évolué pour atteindre ce niveau-là. Moi-même, je ne me suis pas mis à niveau. Qu'est-ce que ces machines vont faire? Elles vont imposer l'industrialisation, la transformation. Je vendais mes ananas. Je crois que non, je suis dans un industriel. Il faut transformer. Je vais donc recruter Ibrahim. Au quartier, on va dire, oh, mais c'est beau. Je vais recruter docteur Terre pour... Allez, on va... Mais on n'a pas pu préparer cette évolution. Ou encore, un ami décide de payer pour toi les factures. C'est compliqué. Là, il est en train de préparer ta chute. Tu crois que c'est une bonne nouvelle? C'est-à-dire que, oui, il te fait des levées de fonds de 20 millions, ici, 30 millions par là. Tu commences à engraisser ton entreprise. La plus grande raison, la plus grande cause d'échec des entreprises, c'est que les entreprises n'évoluent pas par leurs moyens propres. Dans le cas du Cameroun, vous avez les lignes 94, les gens disent qu'on te donne l'argent. Non, l'argent vient, l'argent entre. Le soutien au développement. Oui, il faut dire au Cameroun, c'est des lignes normales pour soutenir. Mais est-ce que les gens sont accompagnés? Mais pourquoi elles ne me soutiennent pas? Tu n'as pas demandé? Bon, tu n'as pas. Vous êtes sûr? Bon, tu n'as pas. Parfait, tu n'as pas demandé. Parfait, tu n'as pas demandé. Si tu veux, moi je vais faire qu'on te donne. On n'a pas merci. Mais quand ces argents viennent comme ça, sans que l'expertise accompagne le financement, ce qui se produit, c'est que l'entreprise artificiellement gonfle. Alors que réellement, elle n'a pas ce niveau. Quand la réalité commence à la rattraper, donc, on ne va pas te soutenir tout le temps.
Tu as donc, la tu maintenance, vas avoir une entreprise qui avait 200 personnels, la maintenance des appareils. Nous venons de dire, tu as eu un don d'un appareil qui coûte 300 millions que tu n'as pas acheté, donc ton capital ne permettait pas d'acheter. Quand on va te dire que la maintenance de cet appareil pour cette année, c'est 25 millions, tu n'as pas les 25 millions, ce n'est pas l'ami là qui va t'envoyer les 25 millions, tu vas aller puiser maintenant dans la production propre de l'entreprise, tu vas commencer à chuter. Et comme tu ne veux pas admettre ton niveau réel, si j'avais pris par exemple une agence de transport, si on t'a fait cadeau des cartes de transport, c'est dangereux. Parce que si tu avais commencé par un car et tu avais vu comment on fait pour acquérir le deuxième car, ainsi de suite, tu aurais pu structurer ton entreprise. Qu'est-ce qu'il te faut faire maintenant? Il faut provoquer toi-même rapidement ta faillite. Ça veut dire quoi? C'est une technique. Il faut que toi-même, tu comprennes que si j'attends, ce sera la grande honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable d'utiliser ces appareils ici? Tu les lui vends. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable de reprendre mes champs d'ananas? Tu les lui vends. L'argent que tu en tires, tu vas créer une nouvelle entreprise. Tu vas d'abord libérer ton passif. Tant qu'il est temps. Parce qu'il y a un temps qui te permet de gérer encore le passif. Si tu dépasses ce temps-là, et toi-même, l'individu à qui on a offert un engin, une machine de 300 millions, va croire devoir s'acheter une voiture de 30 millions lui-même. Tu ne mérites pas encore une voiture de 30 millions parce que ce n'est pas ton entreprise qui produit cet argent. Il va donc falloir que tu te débarrasses de cette voiture de 30. Si tu crées cette faillite-là au bon moment, tu peux renaître sous ton vrai niveau et